Moscou est aujourd'hui la ville d'Europe qui compte le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires. Ils ont tous fait fortune après l'effondrement de l'URSS, et la plupart grâce aux faveurs du pouvoir. En moins de 15 ans, ils ont réussi à prendre le contrôle de secteurs entiers de l'économie russe. Ce sont eux qu'on appelle les oligarques. Ils gagnent chaque année des dizaines de millions de dollars, et ils les flambent tout aussi vite. On les a vus acheter des villas sur la Côte d'Azur, des jets privés ou des voitures de luxe. Mais pour ces tout nouveaux riches, la dernière passion à la mode, c'est l'art. Avec un grand A. Et cette nouvelle mode n'a rien pour déplaire au pouvoir russe. Quand on est vraiment riche, quand on a réussi ou qu'on veut le faire croire, on doit absolument s'intéresser à la peinture, se montrer dans les vernissages et surtout acheter des œuvres. La crise financière ou les problèmes économiques du pays ne semblent pas avoir pénétré ce monde fermé des amateurs d'art. Pourquoi en faisons-nous autant autour de l'art aujourd'hui? C'est du marketing. Cela montre qu'il y a une formidable croissance du niveau de vie dans ce pays. C'est une fantastique campagne de communication du gouvernement et du pouvoir russe. C'est pour ça qu'on voit les collectionneurs sortir comme des cafards de chaque fissure. Ces nouveaux collectionneurs, prêts à acheter sans compter, débarquent en masse en Occident. Ainsi, par exemple, le 30 novembre 2009, à Londres, lors de la vente exceptionnelle des objets personnels de la famille impériale. De la salle ou par téléphone, des centaines de collectionneurs participent à la vente. On se bat pour acheter les débris de l'histoire des tsars, aussi insignifiants soient-ils. L'enchère pour cette tabatière Fabergé fabriquée pour les derniers tsars commence à 60 000 €. À chaque seconde, le prix monte. La Russie est en train de se relever. Et pour nos nouveaux riches, c'est une façon de s'inventer une histoire de famille et de trouver leur place dans l'histoire. Pour ces businessmen sans passé, il n'y a qu'un moyen, c'est d'acheter leur histoire. Comme les nouveaux bourgeois qui achetaient des portraits d'aristocrates pour en faire leur photo souvenir. En moins d'une minute, le prix de la petite boîte à cigarettes est monté à plus d'1 demi-million d'euros. Il y a encore 10 ans, personne n'avait prévu ce boom. Pas même les courtiers les plus visionnaires. S'ils l'avaient su, ils auraient acheté de l'art russe par camion entier. En 10 ans, les prix ont été multipliés par 10. Le marché de l'art russe a connu une flambée des prix sans équivalent, plus forte encore que celle qu'on a connue sur le marché du pétrole. Les Russes sont décidément prêts à tout quand il s'agit de reconstituer leur patrimoine national. La vente exceptionnelle de la collection de Rostropovitch est exemplaire de cette nouvelle folie. Cette vente s'annonce comme l'événement de l'année et on prévoit des batailles serrées autour de chacun des 450 objets ayant appartenu au plus grand des violoncellistes russes. À la surprise générale, quelques heures avant l'événement, Sotheby's organise une conférence de presse. Devant un auditoire stupéfait, la propriétaire de la collection, la veuve de Rostropovitch, annonce l'annulation des enchères. Elle vient tout simplement de vendre l'ensemble de sa collection à Alisher Ousmanov, un très mystérieux oligarque russe. Je suis ravie qu'au dernier moment, nous ayons trouvé un acheteur pour l'ensemble de la collection qui ne sera donc pas dispersée à travers le monde. Elle sera intégralement sauvegardée. Et j'espère que M. Ousmanov, que je ne connais pas personnellement, l'exposera au public. C'est une situation très inhabituelle. Qu'une collection d'une telle importance soit retirée seulement 24 heures avant la vente, je pense que personne ne s'y attendait. Dans toute l'histoire de la respectable maison Sotheby's, c'est la première fois qu'on annule une vente.
La surprise est d'autant plus grande qu'Alisher Ousmanov, milliardaire d'origine ouzbek et ami personnel de Vladimir Poutine, n'a jusqu'ici jamais manifesté le moindre intérêt pour l'art. Les quelques tableaux qui décorent son bureau en disent long sur ses goûts en matière de peinture. C'est la prière des musulmans. Le personnage se lave avant d'aller prier dans cette belle rivière des montagnes, qui en Ouzbékistan s'appelle la rivière Sey. J'achète ce genre de peinture depuis 10 ans. 10 jours plus tard, Ousmanov donne l'explication de sa soudaine passion pour l'art. S'il a acheté la collection, c'est pour l'offrir à l'État russe et pour qu'elle soit exposée au palais de Saint-Pétersbourg. Comme par hasard, c'est le palais que Vladimir Poutine a choisi pour ses réceptions officielles. Je voudrais témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont aidé à faire rentrer la collection dans notre patrie pour qu'elle devienne patrimoine culturel. Ce sont eux qui perpétuent la tradition du mécénat et du soutien aux bonnes œuvres. Je voudrais avant tout remercier M. Ousmanov. Tout le monde a compris. Ousmanov a payé pour se faire bien voir du pouvoir. Le prix payé pour la collection reste secret. On parle d'un montant qui dépasserait les 70 millions de dollars. Encore un petit cadeau fait au Kremlin. Avant lui, l'un des plus riches banquiers russes a donné 1 million de dollars pour que le carré noir de Malevitch entre à l'Ermitage. Et le magnat du pétrole, Vekselberg, a acheté toute une collection de ses œufs Fabergé pour l'exposer en Russie. C'est très simple. Tout le monde ici comprend. Tout ce que veulent les gens de cette classe, c'est protéger leur fortune à tout prix. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, avoir de bonnes relations avec le pouvoir. Et toutes les méthodes sont bonnes. Marat Gelman connaît bien le système de l'intérieur. C'est l'un des plus importants galéristes de Moscou. Et il exerce un autre métier, celui de conseiller en images des dirigeants politiques russes. Je vois le gouverneur de ma région convaincre les businessmen d'offrir des œuvres au nouveau musée. Bien sûr, ce n'est pas très honnête. Il les appelle et leur dit « Tu sais, nous sommes de la même génération. Quel héritage laisserons-nous à notre pays? Essaie donc de faire un don à notre musée. » Et ils viennent choisir leurs cadeaux dans la liste des œuvres que nous voudrions avoir pour le musée. Bien sûr, ils sont forcés de faire ces cadeaux au musée. La Russie compte parmi les pays les plus corrompus du monde et tout businessman comprend le message. S'il refuse, son prochain contrat ne sera pas signé, à moins qu'il soit subitement accusé de fraude fiscale. Les Russes sont prêts à tout pour acheter les faveurs du pouvoir. Mais les marchands d'art occidentaux, eux aussi, sont prêts à tout pour attirer ces acheteurs qui paient sans compter. En 2008, le marché russe a représenté à lui seul 40% du chiffre d'affaires de Sotheby's. Natalia Kournikova est l'une de ces acheteuses d'art russes. Depuis 15 ans, elle n'a raté aucune vente. Cette fois-ci, je voudrais acheter quelques tableaux, par exemple ce Nikritine. Bien sûr, je voudrais l'acheter au prix d'estimation, mais on verra. Tout dépend de l'ambiance de la vente. Si le commissaire-priseur réussit à faire monter les enchères, je paierai plus cher. Prenez l'avant-garde russe, ou plus exactement l'art moderne russe du début du XXe siècle. Il a toujours été apprécié par les collectionneurs. Il y a 20 ans, c'étaient les collectionneurs occidentaux, américains et européens qui achetaient des artistes russes, comme ils achetaient des Picasso et des Matisse. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui vont remporter les enchères. Même les plus belles pièces d'art moderne russe n'iront pas dans une collection occidentale, mais chez un Russe, car il paiera tout simplement plus. Félicitations, Natalia. Bon achat. Je l'ai eu pour pas cher. Natalia Kournikova a réussi son coup. Elle a acheté le tableau d'un avant-gardiste russe au prix qu'elle s'était fixé, 150 000 €. Depuis qu'elle a acheté sa première toile, au début des années 90, elle s'est fait un nom comme courtier d'art moderne et a constitué une collection importante. Et pour montrer ses œuvres, elle a fait construire sa galerie à Rublovka, la banlieue la plus chic de Moscou.
Ce n'est qu'une petite partie des œuvres qui se trouvent dans ma galerie. Elles sont presque toutes à moi. Ce sont des artistes russes qui ont émigré en France et j'ai aussi des peintres des années 60. Natalia a acheté ses premiers tableaux pour décorer sa maison. Elle est typique des nouveaux collectionneurs. Pour faire un bon choix et une bonne affaire, ils ont commencé à fréquenter les salles des ventes et les galeries. Et soudain, ils ont découvert un monde qui les fascine. Aujourd'hui, ils possèdent des centaines d'œuvres qu'ils sont très fiers de montrer au public. Dans la galerie de Natalia, on ne vend rien. On expose et on s'expose. Ce que tout collectionneur se doit de faire, c'est montrer ses meilleures pièces. J'ai toujours choisi mes meilleures œuvres pour toutes mes expositions. Il y a quelques mois, Natalia a fait une exposition toute particulière, consacrée à un tableau unique de sa collection. Je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est cette toile-là. Il faudrait peut-être la mettre sur un châssis. Il y avait quasiment des files d'attente. Les gens venaient exprès pour la voir. C'est une œuvre de Vladimir Poutine. Au mois de janvier 2009, pour la première fois, Vladimir Poutine décide de se mettre à la peinture. Quelle surprise! Jusqu'ici, le patron de la Russie n'avait montré aucun intérêt pour les arts, à l'exception des arts martiaux. Son unique tableau est mis aux enchères dans une vente caritative destinée à financer des hôpitaux. Le prix de départ est fixé à quelques centaines de dollars. En un quart d'heure, les enchères atteignent 1 million de dollars. Et c'est Natalia qui l'achète. Vous vous souvenez de la toile d'Hugo Chavez, qui s'est vendue 250 000 $. Alors pourquoi est-ce qu'une œuvre de Poutine ne pourrait pas coûter cette somme? Il y a bien un marché des autographes des Beatles ou des culottes de Marilyn Monroe. On pourrait considérer ce tableau comme un autographe de Poutine, mais il ne faudrait pas le considérer comme une grande toile. Il est probablement un peu cher pour un autographe. Dans notre pays, on ne reconnaît qu'un dirigeant politique. On n'admire qu'un artiste. Et là, on a payé pour une œuvre de cette personne, probablement pour lui faire plaisir. Je ne le regrette pas. Cette toile aura son destin, on ne l'oubliera pas. C'est une œuvre unique. Bien sûr, elle n'est pas professionnelle, mais c'est ce qui fait son charme. Cette toile gardera son charme et sa valeur tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir. Mais pourquoi le leader national, qui avait jusqu'ici choisi de construire son image sur ses performances sportives, a-t-il soudain décidé d'associer son nom au marché de l'art? La raison est simple. Aujourd'hui, en Russie, tout ce qui touche à l'art fait l'objet d'un engouement très particulier. Et cette nouvelle mode en dit long sur le fonctionnement de la société et sur la vraie nature du pouvoir russe. Il y a d'innombrables raisons pour commencer à acheter des œuvres. On collectionne pour investir ou pour étaler sa fortune. On collectionne de l'art russe pour s'acheter un passé patriotique et renouer avec la grandeur de la Russie éternelle. Parfois, on achète des œuvres d'art pour racheter son image ou pour gagner les faveurs du gouvernement. Mais, quelles que soient les raisons, très vite, la plupart de ces nouveaux collectionneurs succombent à cette passion dévorante. La passion existe. Je crois que chez nous, c'est la principale motivation du collectionneur. Les collections d'art ont bel et bien existé en Russie, mais cela a été interrompu de manière très brutale. À l'époque soviétique, un collectionneur était considéré comme un criminel. Or, cette tradition a toujours existé. Tout collectionneur russe se voit comme un héritier de cette grande tradition et pense à l'âge d'or qu'elle a connu au début du XXe siècle. Il y a 100 ans, comme aujourd'hui,
tout l'argent du pays afflue vers Moscou, le centre économique de l'Empire. En quelques années, d'ex-paysans et petits commerçants ont constitué d'immenses fortunes. Ils se sont installés dans des hôtels particuliers et se sont mis à acheter des tableaux pour en décorer les murs. Plusieurs de ces nouveaux riches de l'époque ont rassemblé d'énormes collections et l'ont fait bien avant que les milliardaires américains ne s'y mettent. En Russie, ils s'appelaient Tretiakov, Morozov ou Choukine. Natalia Semenova consacre ses recherches à l'extraordinaire destin de la collection Choukine. Voilà comment était l'hôtel particulier de Sergueï Choukine. Il y avait la salle de Matisse au centre. D'un côté, c'était Gauguin. De l'autre côté, la salle des impressionnistes. Sa maison n'était pas grande, comme une maison de n'importe quel oligarque d'aujourd'hui. Voilà, ici c'est Choukine jeune, et là c'est sa femme, Lydia, une très belle femme. Tout le monde disait que Choukine avait un regard incroyable. Ça, c'est plus tard. Sur cette photo, quelqu'un a écrit « C'est un millionnaire ». À cette époque, Choukine devint le plus important marchand de textiles de toute la Russie. Il commerce avec le monde entier. Il a de l'argent. À 40 ans, il a le coup de foudre. Il tombe amoureux de l'art et des impressionnistes français. C'est une famille classique de grands commerçants russes. Personne ne pouvait imaginer qu'ils avaient des toiles de cette horrible Matisse accrochées au mur. Aujourd'hui, c'est à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, le plus grand musée des beaux-arts du pays, que se retrouvent les 2/3 des œuvres achetées par Choukine. C'est que le grand amateur d'art a été obligé de fuir la Russie après la révolution communiste, en y laissant toute sa collection. À l'époque, la meilleure collection d'art moderne au monde. André Marc, le petit-fils français du collectionneur, est le premier de ses descendants à découvrir le trésor rassemblé par son grand-père. Dans les salles du musée, il raconte l'histoire de son grand-père et de sa collection. Choukine qui a compris la modernité de la révolution impressionniste. Et c'est pour ça aussi qu'elle a essentiellement collectionné la peinture française. Bon, d'abord parce qu'il était quand même évidemment snob. Hein, il avait réussi, il y a un côté tape à l'œil, il y a un côté épaté. Il faut les épater quand même. Hein. D'ailleurs, il y a de nouveau un mot dans la langue russe qui s'appelle épatirovat. À une époque où l'impressionnisme, où cet impressionnisme-là était à peine reconnu en France, les collectionneurs français, les bourgeois français, ce n'était pas exactement ça qu'ils avaient sur les murs. À Moscou, donc, qui était à 3000 km en distance et à des dizaines de milliers en civilisation, enfin en approche de l'art, on peut imaginer le choc que pouvaient éprouver les invités de Choukine lorsqu'ils venaient dans cette salle à manger, hein, et ils voyaient brusquement un ensemble à peu près comme celui-ci et totalement collé, parce que c'était une composition sur le mur, un iconostase. Choukine a réuni une formidable collection. Gauguin, Cézanne, Monet, Van Gogh, des œuvres de Renoir, Picasso et Matisse. Il en fera le premier musée d'art moderne au monde. Car Sergueï Choukine a ouvert sa collection au public. Il suffit de téléphoner et de prendre rendez-vous pour que le propriétaire en personne vous fasse visiter les salons de sa maison. Toute l'avant-garde russe du XXe siècle a puisé son inspiration dans ces salles. Sans la collection de Choukine, une grande partie de nos peintres n'auraient jamais pu voir les impressionnistes. Ça a complètement changé leur vie. Voilà l'exemple d'un homme dont le goût et l'imagination ont transformé sa vie et l'ont rendue plus intéressante. Des industriels, des millionnaires, il y en avait des tonnes. Lui, sans sa collection, il aurait été complètement oublié. Tout comme Sergueï Choukine, Shalva Breus est un millionnaire. Il possède un consortium de papier et un groupe financier. Au fait, j'ai une thèse en histoire. Il est évident que l'histoire m'intéresse. Voici ce qu'on a dans la chambre des enfants.
Il n'y a pas d'Ankov ici. On a accroché très peu de tableaux de chez nous. Voici un Esterov, un ange qui survole un troupeau de moutons. Là, c'est un très beau Somov. Là, c'est un Chagall. Je ne vous montre qu'une petite partie de ma collection. Tout le monde n'a pas un Chagall dans la chambre des enfants. Shalva Breus est l'un de ces hommes d'affaires russes qui, après avoir fait fortune dans la nouvelle économie, dépense sans compter pour satisfaire sa nouvelle passion dévorante. Shalva reste discret sur ses affaires, mais il est intarissable sur sa collection. Les toiles que j'ai ici, celles de ma collection, sont toutes très connues. C'est Osmerkin, c'est son meilleur tableau. Un nu sur fond d'un dessin persan. L'autre, c'est Petrov Vodkin, le portrait de sa femme. Ces toiles sont dans tous les catalogues. Mais cette formidable collection ne suffit pas à Shalva Breus. Il s'est donné pour mission d'éduquer les nouvelles générations russes à l'art contemporain, tout comme Choukine l'avait fait en son temps. C'est pour cela qu'il a acheté un journal d'art, Art Chronica, et qu'il a créé le prix Kandinsky, qui récompense chaque année les meilleurs artistes russes. C'est le carton d'invitation à la remise du prix. C'est un tableau de Believ Gintov, qui a été primé. Il a été aussi beaucoup critiqué. Pour moi, c'est ce tableau qui reflète le mieux l'essence de la Russie de Vladimir Poutine. Cette étoile rouge sur fond doré. C'est une dorure qu'on utilise pour les églises. Voilà le symbole de la Russie éternelle. La dorure avec une étoile. Un parfait symbole de ce que nous vivons. J'ai commencé à collectionner du soc art, le pop art soviétique. C'est une formidable illustration de notre histoire récente, une histoire dont je fais partie. Ce mouvement reflète aussi notre vie d'aujourd'hui. On peut dire que nous avons le soc art de l'époque post-soviétique. C'est la Russie d'aujourd'hui. Regardez tous ces artistes. Ils utilisent tous des symboles impériaux soviétiques, mais aussi de la Russie actuelle. Ce n'est pas seulement dans leur imagination. Ils symbolisent les tendances de notre société. Nous avons une tendance au retour de l'Union soviétique, avec les boutiques de luxe en plus. Au moins la moitié de notre peuple se revendique soviétique. Cette nouvelle société russe, dans laquelle coexistent l'argent facile et le retour aux valeurs de l'Union soviétique, se méfie des oligarques. On les accuse d'avoir pillé le pays. Alors les nouveaux riches n'ont plus le choix. Il faut trouver les moyens de redorer leur image. On peut bien sûr donner de l'argent à un orphelinat ou à un hôpital. Mais il existe une solution plus agréable et plus efficace. Associer son nom à l'éducation artistique du peuple. En 2008, c'est Roman Abramovitch qui décide de jouer cette carte. Ami personnel d'Eltsine et de Poutine, propriétaire du club de foot de Chelsea, l'homme le plus riche de toute la Russie finance le premier centre d'art contemporain à Moscou. Nous célébrons aujourd'hui l'ouverture officielle du Centre de la culture contemporaine, le Garage. Sa surface est de 8500 mètres carrés. C'est l'une des plus grandes salles d'exposition de Moscou et probablement du monde entier. Abramovitch préfère rester dans l'ombre. Il a offert ce premier centre privé d'art contemporain à sa compagne, Daria Zhukova, qui, à 25 ans, est devenue propriétaire de la plus grande salle d'exposition de Russie. Voilà un bon exemple de ces oligarchettes, filles, maîtresses ou femmes d'oligarques, qui dirigent aujourd'hui le monde de l'art en Russie. Pour Daria, qui a grandi aux États-Unis et parle mieux anglais que russe, c'est un retour au pays en fanfare. Je voudrais initier divers projets avec des artistes russes, créer une plateforme pour lancer nos artistes à l'international et promouvoir l'art contemporain. Historiquement, la Russie a toujours été une grande puissance dans le domaine de l'art. Il y a probablement aujourd'hui plus d'intérêt en Russie et les gens commencent à reconnaître le rôle de notre pays sur le marché de l'art. Joli coup pour Roman Abramovitch. Oubliez les accusations de gagner des milliards dans l'ombre du Kremlin
et de placer son argent à l'étranger. Il peut désormais se présenter comme un généreux mécène, tout à fait désintéressé. C'est naturellement le garage que le gouvernement russe a choisi pour la Biennale d'art contemporain de Moscou. Les œuvres qui seront exposées ont été sélectionnées par Jean-Hubert Martin, l'ancien directeur du Centre Pompidou. De nombreux artistes de renommée internationale ont accepté d'y participer. Espèrent-ils trouver des acheteurs? It's possible to change the place. This one, here. This one. Moscou, c'est un lieu où ça se passe des choses maintenant. C'est devenu, en quelque sorte, le centre de l'Europe, un petit centre du monde. Ça change beaucoup de notre contexte occidental, Paris, Londres, Berlin, Milan, c'est autre chose. Évidemment, le fait qu'il y a tant de collectionneurs en Russie, c'est un point fort du pays, parce qu'on sait qu'on s'expose dans un public averti et qui s'intéresse à l'art contemporain. Les collectionneurs et les mécènes sont au rendez-vous. Les transactions ont lieu discrètement, dans les coulisses de l'exposition. Shalva Breus en a été témoin lors de sa première visite avec quelques amis collectionneurs, avant l'ouverture officielle de la Biennale. C'est encore très confidentiel, mais suite à notre visite d'hier, l'œuvre de Julius Pope, La Jetée d'eau, restera à Moscou. C'est une œuvre très intéressante et elle restera en Russie. Elle a été achetée, c'est sûr. Si une personne en Russie est susceptible d'acheter, c'est la propriétaire de la fondation Stella Art, Stella Kasaeva, la femme du principal importateur de tabac en Russie. Stella est la première de ces oligarchettes patronnes de l'art. C'est elle qui a lancé la mode en 2003, quand elle a créé sa fondation pour soutenir l'art contemporain en Russie. À l'époque, on la prenait pour une folle. Aujourd'hui, on essaie de la copier. Ils ont bien travaillé. Ils étaient combien à le faire? Ils l'ont fait à 2 en 4 jours. Je les ai vus. Je vous présente l'artiste Alexander Brodsky, Stella. On se connaît déjà. Stella connaît la plupart des artistes exposés. Quelques-uns sont déjà dans sa collection, aux côtés d'Andy Warhol, de Joseph Kochut ou d'Yves Klein. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est l'art conceptuel russe et le regard qu'il porte sur la société. Le temps ne bouge pas, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont si similaires? Ce n'est que la lumière qui est différente. C'est la même pièce, comme la tête, une seule tête et 2 visions. La mentalité est différente. Nous avons une crise existentielle. Aujourd'hui, nous avons ce dédoublement au niveau collectif. Notre vie est très dure. La situation dans le pays est difficile. Le peuple essaye de s'adapter. Les gens magouillent, donnent des pots de vin. Et en même temps, ils imaginent qu'ils vivent toujours dans un grand pays, le plus généreux et le plus juste. Comment ces 2 mondes coexistent? Ces 2 visions sont séparées par un mur impénétrable. Il y a cette vision des choses et une autre. C'est exactement ce qu'on appelle l'art. Personne ne vous expliquera mieux l'œuvre que l'artiste lui-même. On pourrait dire quelle œuvre horrible, mais on peut aussi s'arrêter pour réfléchir. En 1991, nous sommes allés pour la première fois aux États-Unis. À New York, nous étions invités chez un riche Américain, dans son super penthouse sur la 5e avenue. La première chose que j'ai vue chez lui, un grand tableau, un autoportrait de Picasso.
J'ai été éblouie. C'est à partir de ce jour, en 91, que j'ai commencé à m'intéresser à l'art, à visiter les musées. Et quel bonheur! J'ai découvert un nouveau monde, le monde de l'art contemporain. Stella a décidé que sa grande mission serait de faire découvrir l'art contemporain au public, tout comme Sergueï Choukine l'avait fait avec les impressionnistes. Mais c'est l'art russe qu'elle essaye de faire reconnaître en Occident. À la Biennale de Venise, en 2009, Stella a financé son propre pavillon, à côté du pavillon russe officiel. Et c'est Valéry Gergiev, le plus célèbre des chefs d'orchestre russes, qui fête l'ouverture. Nous sommes venus avec l'orchestre de Saint-Pétersbourg au milieu de notre grand festival, les Nuits Blanches. Stella, je te remercie de nous avoir fait venir ici et surtout d'emmener autant d'art partout où tu vas. Ça aussi, c'est un artiste conceptuel. Tous les projets de Stella sont financés par son mari, Igor Kesaev, un oligarque qu'on dit très proche des services secrets et qui contrôle une grande partie du commerce du tabac et de l'alcool. Les œuvres de sa femme lui permettent de s'afficher comme amateur d'art et de faire oublier les origines de sa fortune. En fait, tout ça, c'est grâce à la bonne volonté de mon mari qui voit bien que c'est mon obsession. Qu'est-ce que tous ces dessins veulent dire? Tu comprends, ce sont des dessins philosophiques. Il ne comprend pas tout à fait ce que j'expose. Il me demande toujours, mais pourquoi as-tu un goût si horrible? Pourquoi tout ça est-il si moche? J'essaie de lui expliquer que ce n'est pas de l'art décoratif, que c'est un art pour les musées. C'est l'histoire. Moi, je veux créer nos stars. Il faut montrer que la Russie a ses grands artistes, que nous avons notre propre histoire, notre propre culture, qu'on soit reconnu comme avant la Révolution, à l'époque des tsars. Alexandre Benoît, célèbre scénographe des ballets russes, collectionneur et critique d'art. Il a écrit dans les années 1910. Imaginez ce que Sergueï Choukine a dû subir, ce qu'il a dû affronter pour ses folies. Pendant des années, on l'a pris pour un fou, pour un obsessionnel qui jetait son argent par les fenêtres et se laissait manipuler par des marchands parisiens véreux. C'est en 1908 que Choukine a commencé à collectionner Matisse. À l'époque, Matisse n'avait pas d'argent. Il était au tout début de sa carrière. Et tout d'un coup, Choukine débarque chez lui. Le Russe tombe amoureux de sa peinture et en plus, il a d'énormes moyens financiers. Il commande une œuvre après l'autre. 2 ans après leur rencontre, en 1910, Sergueï Choukine passe une commande à son artiste préféré. 2 grands panneaux pour décorer l'escalier principal de sa maison de Moscou. Henri Matisse peindra pour son mécène russe 2 œuvres qui marqueront l'histoire de la peinture. Là, il y a ce binôme magique. Il faut qu'il y ait à la fois le commanditaire, alors il y a aussi de l'argent, parce qu'il faut vivre, hein, et l'art n'est pas quelque chose de totalement gratuit. À un moment, naît quelque chose de tout à fait proche du génie que nous voyons maintenant, puisque c'est ce à quoi je voulais arriver, si je voulais arriver à la danse, hein, bien sûr, puisque la danse, que vous voyez là, qui est extrêmement mal accrochée ici, parce que, si vous voulez, là c'est la danse, mais il y a la danse et la musique. Hein, et dans l'escalier de Choukine, vous montiez l'escalier, vous arriviez devant la danse, et là, hein, comme ça, hein, ici, il y avait la musique. Et évidemment, quand vous montiez, hein, l'escalier, comme ça, que vous arriviez avec la danse et la musique, là, vous êtes au bout de ce que le figuratif peut encore signifier. C'est une borne. Hein. Là, je mets une borne. Hein. Où est-ce qu'on peut aller plus loin, hein? Bon, ben, il faut aller dans l'abstrait. Il faut aller dans le cubisme. Il faut aller dans Picasso. Et au début, Choukine ne comprend pas.
c'est un choc qu'il a du mal à comprendre. Et il raconte très bien d'ailleurs qu'il en achète quand même un, qui s'appelle La Dame à l'éventail. Et il dit, bon, moi je l'ai mis dans un couloir, hein, moi j'ai du mal à le regarder, j'avais l'impression de mâcher du verre. Et il dit, je passais beaucoup dans ce couloir. Et à chaque fois, je regardais. Et puis je me suis aperçu que je faisais exprès de passer dans ce couloir. Et que cette peinture un peu monstrueuse, bon, qui me faisait plutôt du mal, à laquelle j'avais tant de mal à m'habituer, mais en même temps, tous les autres, et ce n'était pas n'importe quelle collection, les autres œuvres de la collection devenaient mièvres, devenaient éteintes par rapport à cette force. Et Choukine se met frénétiquement à acheter des œuvres de Picasso. Il achète son premier Picasso en 1909, hein, et la guerre l'oblige à s'arrêter en 1914. Et donc en 5 ans, il en achète 50, 10 par an. Nous sommes là, dans une salle exclusivement Choukine. Hein. Il n'y a que du Choukine ici. Beaucoup de collectionneurs rêvent d'entrer dans l'histoire comme le mécène d'un Matisse ou d'un Picasso. Seront-ils un jour reconnus comme les protecteurs des génies du XXIe siècle? Stella aimerait bien le croire. Elle a ouvert 2 centres d'exposition à Moscou, où elle expose quelques artistes russes dont elle essaie de faire des célébrités internationales. Pour soutenir leur projet aussi délirant soit-il, Stella accepte de quitter sa maison et venir en Russie. On peut aimer les artistes russes et préférer vivre en Occident. Le mari de Stella a choisi d'installer sa famille à Monaco, où le climat et le régime fiscal sont plus favorables. Отлично, просто отлично. Je ne viens à Moscou que pour quelques jours, uniquement pour travailler. Sinon, la grande partie de mon travail se passe en Occident. Je négocie avec des musées, des commissaires d'exposition. J'y vais directement de chez moi, depuis Monaco. C'est plus près. Là, j'ai une semaine. Et pendant toute cette semaine, je cours comme une folle d'un rendez-vous à un autre. Montrez-moi les formidables dessins de votre femme, Elena. Si Stella a réussi à lancer la carrière de quelques artistes russes, c'est d'abord celle d'Igor Makarevitch et de sa femme Elena. À l'époque soviétique, leur création, loin du réalisme officiel, n'était connue que d'un petit groupe d'intellectuels. Ça fait 5 ans que Stella les a pris en charge. Ici, il est en train de pousser et de devenir un arbre. Pour un artiste, il est impossible de se réaliser sans le soutien financier d'une grande fondation. C'est simplement impossible. Notre vie a changé depuis que nous avons reçu ce soutien. Il nous a permis enfin de réaliser nos idées les plus sophistiquées. Malheureusement, c'est l'État qui devrait faire ce que je fais. Et pourquoi l'État russe doit-il investir dans l'art quand il y a des oligarques pour ça? En 2009, ce n'est plus dans un salon d'art contemporain que Stella expose ses protégés, mais au musée des Beaux-Arts de Vienne, au milieu de l'une des meilleures collections d'art de la Renaissance. Là, c'était des collectionneurs étrangers qui se sont rués vers nous. C'est très important. C'est un plaisir de travailler avec des grands musées publics. Ils comprennent l'art contemporain. Ce n'est pas une maison de vente ou une galerie, c'est une cathédrale de l'art. Cette exposition a permis à nos artistes d'expliquer leur création en dialogue avec la Renaissance. Quel projet extraordinaire. Je suis heureuse que nous ayons réussi. Bon, Igor, au revoir. Merci beaucoup, Lena. Bonne chance et prenez soin de votre santé. Est-ce l'héritage de Choukine? Je ne sais pas, probablement. Moi, j'ai comme une mission. Je veux montrer, expliquer.
Et si l'État me prend tout, qu'il le fasse. D'ailleurs, je lui donnerai moi-même. Ça me ferait mal qu'on m'oublie. Qu'on oublie tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai apporté. On oublie que j'ai donné mon propre argent, le temps que j'ai pris à mes enfants. On oublie tout ça. Ça me ferait mal. Mais je ne peux rien faire. Notre vie est comme ça. Pourquoi l'État russe voudrait-il nationaliser la collection de Stella? Encore une fois, c'est l'histoire de Choukine qui sert de référence. En 1917, la révolution d'octobre renverse le tsar et abolit la propriété privée. Lénine signe alors le décret de nationalisation de l'ensemble de la collection Choukine, bien sûr sans aucune compensation. Elle doit faire partie d'un nouveau musée destiné à l'éducation populaire. Quand à la fin des années 40, l'URSS de Staline entre dans la guerre froide, la collection Choukine en paye à nouveau le prix. L'une des premières campagnes aura pour cible le cosmopolitisme. Staline décide alors que la collection d'art impressionniste, décadent et cosmopolite doit disparaître. Elle sera partagée d'une manière arbitraire entre les deux plus grands musées du pays, l'Ermitage à Leningrad et le musée Pouchkine à Moscou. Et les tableaux vont disparaître dans les dépôts des deux musées. La collection n'existe plus et le nom de son propriétaire est effacé de l'histoire. Яна, что ты там встала, интересно? Pendant 30 ans, les générations russes grandissent sans connaître la danse et la musique de Matisse ou les chefs-d'œuvre de Picasso, Van Gogh et Monet. On se trouve ici au second étage du palais d'hiver, l'étage supérieur. Lorsqu'on a commencé à avoir un regard un peu moins dur qu'à l'époque de Staline, on a commencé à sortir quelques impressionnistes sages du genre Monet, Renoir, et on les a mis là-haut. Il y a juste un escalier par lequel on montait, il fallait le trouver, c'était pas évident, vous pouviez très bien ne pas savoir, il fallait être malin. Moi, je suis chez moi ici. J'ai perdu 16 milliards de dollars dans l'histoire, ce qui est un peu dommage. Bon, c'est à peu près la valeur de la collection aujourd'hui. Je n'ai jamais cessé de dire que je ne souhaitais pas récupérer matériellement cette collection. D'abord, ce que je voudrais, pour la collection, la réunion en un seul lieu de la collection Choukine, enfin une partie suffisamment significative pour que l'esprit du collectionneur apparaisse. Aujourd'hui encore, pour les autorités russes, il n'y a pas de collection. Tout juste une série d'œuvres qui appartiennent au patrimoine national. Sergueï Choukine n'a aucun mérite particulier. Ce mépris du collectionneur inquiète ses successeurs d'aujourd'hui. Ceux qui, comme lui, ont accumulé des formidables œuvres et qui voudraient eux aussi laisser leur nom dans l'histoire. Il a créé une collection fantastique. Je crois que le fait que la collection ait été dispersée et mélangée avec d'autres est un énorme crime qui perdure. C'est une barbarie. C'est un mépris de l'art. Je suis convaincu que la collection Choukine doit être réunie pour former une seule collection. Le pouvoir fait la sourde oreille, même quand il s'agit de Piotr Aven, ancien ministre, aujourd'hui à la tête de la plus grande banque privée du pays. Ici, vous déposez un paquet d'argent et la somme arrive tout de suite sur votre compte. À condition que vous ayez un paquet d'argent. Vous en avez bien. Pas de fausse modestie. Il est milliardaire, mais n'achète pourtant pas de galerie pour sa femme, ne s'occupe pas des artistes. Il collectionne de façon très classique, comme le ferait un collectionneur occidental. Depuis que j'ai commencé à collectionner, je me suis rendu compte que c'est très important pour ma santé psychique. Ça m'emmène dans un autre monde, loin de mes soucis quotidiens. Et en plus, c'est intéressant.
J'achète des tableaux chaque semaine. Dans les années 90, je cherchais des tableaux partout, j'achetais sans arrêt, tous les jours. Aujourd'hui, ça m'énerve quand je dispute une œuvre exceptionnelle avec un acheteur occasionnel. Il ne veut qu'un seul tableau, alors que moi, je dois continuer à acheter. Les gens comme moi ou comme mes concurrents arrivent toujours à trouver $1 million pour une toile. En 15 ans, Piotr Aven a rassemblé la plus importante collection d'art russe au monde. Aujourd'hui, il voudrait montrer son trésor, se faire reconnaître par le grand public, tout comme l'ont fait Guggenheim ou François Pinault. Mais c'est oublier que nous sommes en Russie. Dans un monde parfait, je voudrais créer un musée privé à partir de ma collection. Mais vu la situation politique et sociale actuelle dans notre pays, je ne le ferai pas. Pas pour le moment. Le jour où j'ouvrirai mon musée, on demandera sa nationalisation. Je ne veux pas créer les conditions. Je ne veux pas faciliter la nationalisation de ma collection. En Russie, chacun sait, quelle que soit sa position sociale ou sa fortune, qu'il peut tout perdre du jour au lendemain. Raison de plus pour collectionner et dépenser sans compter. Aujourd'hui, c'est la génération des enfants des oligarques qui fait son entrée sur le marché. Comme Maria Baybakova, 24 ans, la fille du patron de la plus grande compagnie métallurgique de Russie. J'ai cette habitude. On parle quelle langue déjà? Pour moi, c'est pareil. Maria a fait ses études aux États-Unis. À son retour en Russie, elle a demandé à son père de lui offrir ce petit cadeau, une galerie d'art. Je fais ça depuis le temps où j'étais la plus petite stagiaire dans la plus petite galerie. J'étais responsable de recouvrir les taches sur les murs après l'accrochage. Je conserve cette habitude. Pour l'instant, je ne vois aucun défaut. Là, probablement. Tout est dans les détails. On peut faire une exposition ordinaire ou une très bonne exposition. La différence est dans les petits détails. Vous ne voyez rien, mais moi je le vois, ce défaut. Toute l'énergie de l'exposition en dépend. C'est incroyable, mais je n'ai trouvé qu'une seule tâche. Qu'est-ce que je peux faire? Je garde un rouleau de chaque expo. Baybakov Art Project, encore une galerie à la russe. Une galerie où l'on ne vend rien et où l'on fait la promotion de l'art en invitant les artistes les plus chers. Et cette fois-ci, c'est l'exposition de Luc Thumans, un peintre belge à la mode. Quand j'étais ici il y a 15 ans, alors c'est le vieux système, c'était complètement différent. Le décalage entre les gens qui n'ont rien et les gens qui ont tout, c'est énorme. C'est un certain sens de status, ouais. Comme les bodyguards qui sont ici, c'est quelque chose de... D'ailleurs, les gens qui sont vraiment riches ne viendront pas ce soir parce qu'il y a trop de peuple et il n'y a pas assez de sécurité. Ils vont venir dans 2 semaines. Par exemple, les peintures comme celle-là, c'est déjà 600 000. Mais ils sont déjà vendus alors. Toutes les peintures sont vendues, il n'y a rien à acheter. Rien. Pour montrer qu'il s'agit tout de même d'art authentique, on a invité quelques vétérans de la scène artistique russe qui ont des choses à dire sur l'exposition. Ces toiles sont parfaites pour un appartement moderne. En ce qui concerne leur force expressive, elles sont un peu fades, mais elles seront parfaites sur un mur blanc ou sur un mur rouge foncé. Ça va bien aussi avec des écrans plasma. Il ne faut pas oublier que ce sont les femmes qui sont les moteurs d'événements comme celui-là. La femme achète des beaux vêtements et elle veut les montrer. Elle choisit les vêtements qui vont avec la couleur des tableaux. Pas toujours. Mais la femme, elle, comprend bien comment se présenter. Et à partir de là, on ouvre des galeries, on organise des expositions, on voit apparaître des beaux hommes qui accompagnent de belles femmes. Un tableau, ce n'est pas seulement une surface recouverte de peinture.
C'est tout un univers où les gens se font de l'argent. C'est des passions, de l'amour et de la haine. Et ce monde, on l'appelle la Tussovka. On aime tous la Tussovka. La Tussovka, ou la vie mondaine de la jet-set post-soviétique, a envahi la ville. La foule des initiés branchés se déplace d'un événement mondain à un autre, d'une soirée exclusive à une vente privée, en passant par une série de vernissages. Il y a 100 ans, Henri Matisse passe une vingtaine de jours à Moscou, invité par son collectionneur Sergueï Choukine. Le peintre français écrit à ses amis « C'est chic la vie à Moscou. On fait la noce du soir au matin. C'est la vie, la grande vie. Avec ça, la ville a du caractère. » Beaucoup de choses ont changé depuis Matisse. Le régime, les frontières, les idéologies. Mais ce qui se joue dans le domaine de l'art montre bien que sous les icônes dorées ou sous les étoiles rouges, la nature profonde de la société russe n'a guère changé.